R06, R06, la radio du pays niçois. la radio du pays niçois. Et Ben Végout à Café des Aiglons, donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Café des Aiglons. Je vous demande d'applaudir un ancien joueur emblématique de l'OGC Nice, monsieur Eric Guéry, s'il vous plaît. On l'applaudit bien fort. Eric, merci d'être venu parce que vous arrivez de Niort. Oui, mais je suis venu depuis vendredi parce que j'ai le semi-marathon. J'ai fait en fait un marathon couplé avec ma fille qui est prof de lettres ici. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de ce maillot? C'est vous qui le portiez, hein? Porté par vous, hein? C'est sûr? Ah ouais. Il y a encore des poils à vous et de la sueur. J'en sais rien. Il y a encore du sang aussi. Vous aviez fait un tac, il y a encore du sang dessus. Non, peut-être pas quand même. Donc c'était le maillot. Troisième maillot ou deuxième maillot? Deuxième maillot, d'accord. Deuxième maillot. Extérieur. Il n'y a même pas le logo du club. Hein. C'était quand même les couleurs. Alors écoutez, Eric, on va démarrer, on va retracer un petit peu votre carrière, notamment ce qui intéresse nos amis supporters, c'est les 3 saisons que vous avez fait à l'OGC Nice. Donc vous êtes né le 21 juillet 1964 à Niort, et puis vous avez signé en 1986 à l'OGC Nice. Vous avez débuté avant à Angoulême. Alors parlez-nous un petit peu, je crois que c'est monsieur Séraphin qui vous a repéré, qui est ici présent. On peut l'applaudir bien fort, monsieur Séraphin aussi. Merci d'être là ce soir, qui était votre entraîneur et qui vous a fait faire un match amical. Non, pas un match amical, un match d'essai. Un match d'essai, c'était. Et en fait, il y avait un joueur qui avait joué à Nancy, qui connaissait M. Séraphin, Pierre Neubert. Et donc, il a appelé le coach pour lui dire il y en a un joueur à Angoulême qui est intéressant. Est-ce que tu voudrais le voir et donc, on a fait un essai, c'était au Stade du Ray, contre un club italien, je crois. Premier à Gênes et ici, et donc l'essai a été concluant, apparemment, et j'ai signé un an stagiaire. Stagiaire pro. Stagiaire pro, voilà. D'accord. C'était une façon de me mettre à l'épreuve quand même, parce qu'un an, ça va vite. Oui. D'accord. Voilà. Donc c'était chaud. Et puis ça a dû vous faire bizarre d'arriver d'Angoulême et le mode de vie est un peu différent quand même sur Nice. Oui, mais il y avait des jeunes joueurs. Moi, j'étais entre l'équipe première et la réserve et tout de suite, le contact est passé assez rapidement. J'avais un collègue qui s'appelait Bob Senoussi, un Tchadien qui a joué un peu ici, mais surtout en deuxième division après. Tu t'en souviens, Christian, de Bob Senoussi? Il a joué quand même 2 matchs. Hein. Et donc, il a joué 2 matchs. Donc voilà, Bob qui habitait juste à côté de chez moi, donc l'intégration a été rapide. Après, il y avait Fabien Pifteau qui était d'Angers, donc vers chez moi, que j'avais rencontré en sport-études, donc contact. Jean-Philippe Mathieu, ça a été assez vite. Hein. Au niveau des jeunes, il y avait Ponta, qui était Pantaloni, l'entraîneur de AC Ajaccio, en réserve. Donc il y avait Mazzuchetti, il y avait Éric Roy. Donc ça a été assez vite. Et puis après, les performances ont fait aussi que l'intégration, elle est plus ou moins rapide. Si vous faites des performances, vous êtes intégré beaucoup plus rapidement. J'avais fait une entorse de la cheville à Pierre Drossi, donc pour montrer que j'étais présent. Et donc, et Pierre, et après on est devenus amis. Et donc, vous voyez que ça va vite. Et puis vous avez le bonjour, il m'a demandé de vous embrasser, donc je le ferai pas, mais bon, c'est Jocelyn Ricot. Qui m'a envoyé un petit message, on l'a reçu l'année dernière et qui m'a dit il faut l'embrasser. Bon, voilà, j'y manquerai pas. Donc voilà. Alors on va reparler un petit peu, on va reciter un peu les joueurs de l'époque. Hein, ça va rappeler aux plus anciens la composition d'équipe de cette époque. Il y avait notamment, évidemment, comme entraîneur M. Séraphin ici présent. Il y avait Andrea Mitrano, Fabien Pifteau, Jean-Philippe Mathieu, Carlos Curbelo, Patrick Brusichesi, Jocelyn Ricot, Pierre Drossi, Albert Guemrich, Fabrice Mège, Jean-Paul Bernade, Thierry Olexac, Claude Massa, qu'on voit souvent ici aussi, Joël Henry, Patrick Solaire et Jean-François Larios, Marc Pascal et Philippe Ndioro. Voilà. On a cité à peu près presque tout l'effectif. Et puis donc cette saison-là, vous faites quand même 25 matchs. Vous vous souvenez de cette saison, 25 matchs, on termine 11e au classement et vous marquez 2 buts, ce qui est pas mal pour un milieu, un numéro 8 on va dire. Ouais, c'est pas mal. Toutes les saisons vous avez marqué 2 buts, donc vous étiez régulier. Hein. Vous avez marqué 2 buts la première année, 2 buts la deuxième année, 2 buts la troisième année. Vous étiez régulier comme... Oui, mais ça a été quand même crescendo dans la confiance et dans les performances.
Au début, bon, j'ai eu la chance aussi. Je crois que vous avez cité Jean-Paul Bernade, peut-être. Il y avait quand même des Joël Henry. Il y avait quand même des joueurs cadres qui étaient de qualité. Carlos Clarbello, et donc c'était des joueurs cadres qui formaient l'ossature de l'équipe. André Amitrano. Donc on avait une colonne vertébrale solide. Après, c'était plus facile de s'intégrer. Et puis à ce moment-là, le poste de numéro 6 a beaucoup évolué. Et on pourra peut-être en parler. Mais moi, c'était je récupère le ballon, je donne le numéro 10. Donc après, j'avais d'autres qualités dans le volume de jeu et dans l'intensité. Alors vous vous souveniez plus très bien du match, on en a parlé au téléphone, du match contre le PSG, qu'on gagne 3-0, nous on s'en souvient bien avec ce but justement de Jocelyn Rico, où on gagne 3-0 au Parc. Vous avez complètement zappé ce match de votre mémoire. Je ne m'en rappelle pas. Donc, mais non, je m'en rappelle pas. Parce que nous, supporters, nous on s'en souvient, je sais pas. Comme le coach m'a envoyé une vidéo comme quoi je marquais contre Marseille, je m'en rappelais pas. Et pourtant c'était Marseille. Non, je m'en rappelais pas. Je vous l'ai dit. Donc, non, mais après j'ai un métier, j'ai encore un métier d'entraîneur, d'entraîneur et de recruteur. Et la mémoire, il faut l'utiliser à bon escient. Et parfois, on zappe les plus anciennes images profit des nouvelles images pour intégrer des joueurs. Donc, moi, je ne me rappelais pas ce 3-0 là. José a marqué. José Morales, Marc Pascal et Jocelyn Rico. Le coach a plus de mémoire que moi. Et je crois que le PSG avait été champion de France l'année précédente. En 86, on avait battu le champion de France à Paris. Il devait y avoir Souzik dans l'équipe, je ne sais plus. Bon. Ouais, Souzik. Ça fait, je m'en rappelle parce que c'était. Je crois que vous l'aviez d'ailleurs, vous l'aviez marqué. Il n'a pas bien joué. Il n'a pas fait un bon match. C'était grâce à vous. C'est ça. Il y a des joueurs qu'on appréciait bien parce qu'on est en réussite contre eux. C'était Souzik. Et il y en a d'autres qu'on déteste. C'était Marsico à Toulouse pour moi. Parce qu'il était... Et Souzik me convenait parfaitement. Et donc, et puis, je lui laminais un peu le mental. Pas que le mental, mais, mais le mental aussi. Marsico qui mangeait des pizzas régulièrement. Il mangeait des pizzas, oui. Et vous en mangez aussi, vous, mais pas souvent. Et vous alliez avec Bob Senussi dans un bar. Il y a un supporter qui m'a écrit, vous donnerez le bonjour à Jocelyn qui venait manger avec Bob Senussi les pizzas chez moi. Bon. Donc je sais pas où c'était. C'est vrai. Mais on était sérieux quand même. Parce que vous la mangez le lundi. Non, c'est que on était précurseurs quand même. On avait compris que l'alimentation était très importante. Et donc on avait, avec une diététicienne, fait des repas et on les avait donnés à une restauratrice parce qu'on était des piètres cuisiniers avec Bob. Et donc, il nous faisait à manger. Le midi, souvent de fois, ou le soir, ça dépendait. Et on allait manger et ça nous permettait de manger sainement. Voilà. Alors, parfois, il y avait des pizzas. Mais ça, il y en a encore, des fois. Bon. Dans les clubs, il y en a encore toujours un peu. Même en équipe de France, ils en ont après les matchs. Alors, saison 87-88, donc M. Séraphin s'en va. Et c'est donc notre ami Nenad Bjekovic qui prend le poste d'entraîneur. Alors quel souvenir vous avez de Nenad? Parce qu'il avait changé complètement de style par rapport à M. Séraphin. Il y a eu beaucoup de blessés d'ailleurs à cause de ça. Il y a énormément de blessés parce que le coach il travaillait plus sur de l'endurance, de l'aérobie et sur une saison régulière, alors que Nenad est arrivé avec des nouvelles méthodes d'entraînement qui étaient basées sur le sprint et l'intermittent, et ça a fait beaucoup de dégâts au début de la saison. Je ne sais plus combien de blessés on a eu. Moi, je me suis pété le mollet à un moment donné. Je pense que René Marsiglia s'est blessé. Il y avait un certain nombre de joueurs, pas mal de joueurs qui se sont blessés pendant cette saison-là. Donc ça avait été difficile. L'intégration de cette méthode n'avait pas été progressive et ça avait eu des problèmes physiques, en dehors peut-être aussi en raison de l'hygiène de vie des joueurs. On ne sait pas. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible aussi. D'ailleurs, on fait une saison un peu compliquée. Nous, on s'en souvient, on termine 16e sur la première année de Bjekovic au stade. Donc, on lutte plus pour le maintien que pour... Et pourtant... À Nenad, 22 ans,
allez dire à Nenad Milos Djelmas, que ça va pas dans sa préparation. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent le faire actuellement. Il y avait Des Milos joueurs actuels qui puissent dire à Nenad et dire oh Nenad. Ouais, parce que c'était quand même un personnage. Hein. Donc c'était quand même une grosse personnalité, un gros passé dans le club aussi. Ouais. Hein. Et, même au niveau international. Hein. Et il est arrivé Milos Djelmas cette année. Milos Djelmas, Tony Kurbos, qu'on a reçu aussi, Marco Elsner et Daniel Bravo. Un petit mot sur Daniel Bravo. Vous êtes recruté, vous êtes d'ailleurs, vous êtes sélectionné en équipe de France en même temps que Daniel Bravo d'ailleurs pour le match contre la Yougoslavie. Ouais. Daniel, il était milieu de terrain offensif à cette époque-là, numéro 10. Forte technicité, mais une grosse capacité au niveau athlétique à répéter les efforts. Et lui, il a complètement pris en main le nouveau poste de numéro 6 avec cette dose plus technique et il s'est reconverti à la fin de sa carrière En 6, ouais. En 6 à Paris Saint-Germain. Ouais, exact, ouais. Et il a été brillant, mais déjà en 10, il était déjà brillant. Hein, donc, mais il n'était pas le seul. En 10. Donc il y a eu Joël Henry qui est venu avec une blessure au genou, une opération du genou avant à Bastia, qui avait gagné la Coupe de France. C'était un très très bon joueur. Et Jean-Paul Bernade et Fabrice Meige, c'était des très bons joueurs techniquement. Donc oui, Daniel Bravo, c'était quelqu'un qui liait la technique avec du physique. C'était un joueur très complet. Très complet, oui, c'est vrai. Et un petit regret peut-être pour vous d'être sélectionné. Alors vous êtes sélectionné par Michel Platini, d'être sélectionné puis de ne pas rentrer, quoi, de ne pas avoir eu cette sélection sur votre carte de visite, on va dire. Oui, bon, ça a été vite. Hein. Si on retrace, j'étais au chômage, hein, c'est pratiquement ça. Hein. Donc j'arrive à Nice, je commence à jouer en première division. 1 an et demi après, je suis en équipe de France. Ça va un peu vite quand même, ça s'emballe. Vous avez eu le pactage par contre. Vous avez eu le pactage. Oui, mais ça, bon, le pactage, vous y pensez pas au pactage. Ce que vous pensez, c'est à faire les matchs et à rentrer sur le terrain. Hein. Donc, et donc, ça va un peu vite. Voilà. Et après, cette sélection, cette présélection, c'est pas une sélection, c'est une présélection. Et donc, ça a permis de partir de Nice. Mais encore que je ne voulais pas partir de Nice. Moi. On y viendra après, oui. Ouais. On va reparler aussi des mises au vert. Alors vous disiez qu'il y avait l'hygiène de vie n'était pas, enfin, vous mangiez des omelettes au cèpe, etc. Et j'ai retrouvé le nom de la. Mais c'était pas le coach. Hein. J'ai retrouvé. C'était pas le coach. Hein. J'ai retrouvé le nom. C'était Lou Castellet à Carros, le Promotel. Ah oui. On a cherché là tout à l'heure les supporters. C'était pas à Saint-Vallier. Saint-Vallier. Oui, c'était Saint-Vallier, oui. C'est pas Carros, c'est Saint-Vallier, oui. Je pense c'était Saint-Martin-de-Vésubie en début de saison et c'était Saint-Vallier avant la mise au vert. C'est ça, Saint-Martin-de-Vésubie. On le faisait régulièrement. Je ne sais pas si c'est avec le coach qu'on a fait une tournée mondiale et monumentale au Togo. Ah oui. Mais ça, c'est l'année suivante. Hein. Ah, c'est l'année suivante. On va rester sur cette année. Non, là, on mangeait très bien les Jules Bocandé, je ne sais pas qui c'est. Non, il n'était pas là encore, Jules. C'est l'année après. Ah ouais, donc... c'est 86, Togo 86. Mais c'est avec vous, alors ouais. Ah bah oui, alors on va parler, oui, je m'en rappelle. On va parler du Togo. Alors ça, c'était un peu folklorique. Racontez-nous un peu cette... Même Toulon qui était avec nous. Mais là c'était, on n'avait pas de terrain. C'était hippique. Et donc on courait autour de l'hôtel. Et là, bon, non mais là. Ça c'était pas le stage d'avant-saison, c'est le stage hivernal. Hivernal. Après le jour de l'an. Hivernal. Maintenant c'est plus possible de faire des stages comme ça. Ça c'est une évidence même. Donc en plus on était avec Toulon, hein, donc avec Roland Courbis, Paganelli, Ginola. Vous avez une belle équipe à l'époque. Oui. Casoni. Ouais. Donc ouais, voilà, c'est ça. Et puis alors vous avez une anecdote sur, on va se moquer un peu de Nenad Djekovic quand même, on a le droit. Sur l'histoire avec Bernard Lama. Racontez-nous cette anecdote. L'anecdote, c'est qu'on va jouer à Lille. Et il fait la discussion d'avant-match dans les vestiaires. Et il arrive et dit, bon, faites très attention, jeu de tête, Bernard Lama.
Bernard Lama. Donc nous, on était morts de rire. Et il y a Thierry Odexac qui dit au coach, non mais Bernard Lama, il est gardien de but, le coach. Ah mais merde, je connais pas et tout, je sais pas qui c'est, mais c'est très bon jeu de tête. Ouais, donc là, fallait qu'il révise ses fiches quand même sur ce coup-là. Alors on va passer à l'année suivante, donc ah non, cette année-là justement, Jules Bocandé arrive à la trêve en 87. Il arrive enfin non pas à la trêve, il arrive en novembre 87, donc cette année-là. C'est le président Lilian Santini qui recrute Jules. Alors vous vous souvenez un peu de son arrivée, c'était une force de la nature, Jules, hein, on s'en souvient. Mais pour les plus jeunes, parlez-nous un petit peu de Jules Bocandé, quoi, qui était un gars super en plus. C'était un gars super, c'était un gars qui était catalogué un peu grosse personnalité, ce qui n'a pas été le cas avec nous. Il avait une hygiène de vie qui pouvait être un peu difficile, mais par exemple c'était un guerrier, c'était un combattant et c'était un joueur moderne. Donc c'était un attaquant moderne. C'était un attaquant plus statique que Mofi, par exemple, mais plus costaud dans le duel aérien, plus solide, plus fort, pratiquement peut-être plus fort physiquement. Et c'était déjà un athlète, quoi. Sans avoir fait de musculation, naturellement, c'était un athlète. Il avait un coffre. C'était une armoire, quoi. C'était une armoire. Il était impossible de le bouger, de lui prendre le ballon dans les pieds. Donc c'était impressionnant. Il y avait eu Marguerite, que je pense que le coach a connu, qui était dans ce même registre, mais qu'elle est vite. Mais Jules, c'était quand même quelque chose d'impressionnant au niveau athlétique et constitution naturelle physique. Parce que là, il n'a pas travaillé, lui. Hein. La nature lui avait donné ce physique. C'était naturel. Hein. Alors bon, on va parler des mauvais souvenirs aussi. Bon, nous, c'est vrai que c'est un mauvais souvenir, cette demi-finale de Coupe de France contre Sochaux, qui joue en Ligue 2 à l'époque, qui est en haut de tableau de Ligue 2. On gagne difficilement, enfin on gagne au raid 2-1. D'ailleurs, je crois que c'est Jules qui rate le 3-0. Vous vous souvenez un peu de cette triste... C'est Jules qui rate le 3-0 et on gagne 2-1 et il marque sur un coup de pied arrêté. Et à l'époque, la Coupe de France, c'était aller-retour. Donc aller-retour. On joue après à Sochaux et on perd 2-0. Aller-retour. Alors, oui, c'est ça. Le 2-1, c'était pratiquement une défaite. Et on a senti on n'a pas pu basculer sur le match de retour en ayant en esprit qu'on pouvait quand même se qualifier en faisant 0-0. Et parce que le but à l'extérieur comptait double à ce moment-là. Et donc, même un 0, on aurait été éliminé. Ouais. On aurait été éliminé. Mais on avait pris un coup sur la tête là. Et parce qu'on avait dominé les débats. Et on sentait qu'en mettant ce but-là, la confiance est basculée un peu. Et elle a basculé, parce qu'on n'a pas fait un bon match à Sochaux. On n'était pas dedans. On a été un peu fatigué par toute la succession de matchs, parce qu'on jouait tous les 3-4 jours. Parce que c'est match aller-retour, et donc avec le championnat, on enchaînait. Et comme on n'avait pas un effectif extraordinaire ou en quantité, donc on jouait les matchs de championnat, on jouait les matchs de coupe, on jouait tout, quoi. Donc on sortait pas de beaucoup de 15-16 joueurs. Et donc à l'arrivée, on était émoussés, quoi. Et puis il y a alors là, celui-là, vous me disiez que vous en souveniez, c'était le match contre le PSG. Alors par contre, le 30 avril 88, où on gagne 4-0 encore une fois, et vous marquez le 3e but. Vous vous souvenez de votre 3e but? Ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens quand même. Donc, et Jules avait fait un gros match d'ailleurs. Hein. Oui, Jules avait chambré le bon un peu adverse. Il s'était mis devant Gérard Rouillet, il a dit allez, envoie-moi des défenseurs. Voilà, parce que Gérard Rouillet, il avait un problème avec Jules, il était parti un peu fâché du PSG, hein, Jules. Donc, voilà. Et avec Gérard Rouillet d'ailleurs. Paix à son âme. Je me souviens du but que j'ai marqué contre le Paris Saint-Germain. Mais ce qui me chagrine quand même, c'est de ne pas me souvenir du but que j'ai mis contre Marseille. Parce que Marseille, quand même, c'est sûr. C'est quand même. On a retrouvé la vidéo, donc tout va bien. Oui, mais donc j'avais fait un lob, le ballon est tapé sur le poteau et je l'ai remis. Non. Le but de Racing où je frappe, c'est à la Racing maison. Paris, c'est ça? Ouais. Le Racing Paris? Ça, je m'en rappelle. Racing Paris 1, ouais. Ça, je m'en rappelle. Avec la Gardère. On gagne à 0. Ouais, on gagne à 0. Ouais, c'est ça. Il va y avoir Louise dans l'équipe. Oui, il y avait Lidbarski, il y avait Francis Colli. Olmeta, oui. Bossis, je pense. Ouais, Bossis, ouais. Donc, il y avait une grosse équipe. Ouais. Ouais. Puis bon, ça a fait pchit. Hein. Bon.
Alors l'année suivante, donc 88-89, donc il arrive notamment l'entraîneur de Brest, qui a pas réussi à prendre des points d'ailleurs à Monaco aujourd'hui, Éric Roy, Jackie Bonnevet, dont vous êtes assez proche d'ailleurs. Et là, vous terminez 6e. Donc là, vous me disiez, cette année-là, on avait ressenti plus une équipe de copains, on avait commencé à bien se connaître. Non, c'était... L'équipe de copains, elle a été... L'année d'avant Non, sur l'ensemble. Des 3 années. Des 3 années. 3 années, ça venait s'enrichir, ça venait... il y avait un certain état d'esprit, les gens se retrouvaient chez Ricardo à prendre le café, il y avait quelque chose qui s'instaurait. Il n'y avait pas une obligation de prendre le petit déjeuner comme maintenant. Nous, on venait, on partageait les moments. Ouais, chez Ricardo. Ouais. On avait des joueurs qui avaient de l'humour, comme Roger Ricor, comme Jean-Philippe Rohr d'une autre façon, mais on avait un mélange de joueurs qui faisait que c'était vraiment une équipe de copains, mais une équipe. Donc, quand on est dans cette relation-là, il n'est pas très difficile de faire les efforts pour les uns et les autres. C'est l'essence du football. Hein. D'ailleurs, pourquoi Lyon ne marche pas en ce moment? C'est parce qu'il n'y a pas une bonne ambiance. Donc, c'est pas très difficile. Loin, hein. Si ton copain il n'est pas dans une bonne, dans un bon match, tu vas l'aider. L'entraide, elle se fait naturellement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout quand il y a des affinités. En dehors du terrain ou sur le terrain, ou avec Jules et Philippe Enduro, on n'avait pas d'affinité particulière en dehors du terrain. Mais quand on était content de se retrouver, parce que Jules était avec son cheveu sur la longue, il zozotait un peu, donc il nous faisait un peu rire. Bon, Philippe, c'était un bout en train, et donc il y avait des éléments qui faisaient qu'il y avait une unité, mais elle s'est formée au fil des années. Et puis alors, vous nous expliquez une petite anecdote aussi à la trêve. Donc je crois qu'on est dans le haut du tableau. D'ailleurs, on termine 6e sur cette saison au classement, ce qui est quand même un bon classement. Et vous êtes invité par le président Innocentini à un cabaret. Alors racontez-nous un peu ce qui s'est passé dans ce cabaret. Dans le cabaret, ça a été Dans le cabaret, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, parce que moi, j'étais pas au premier rang, mais j'ai bien vu que c'est parti en vrille. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un je crois que c'est le président Innocentini. Il boit une coupe de champagne et à la fin de son intervention, il casse la coupe de champagne pour dire mais si cette année on gagne rien, c'est grave. Et tous les joueurs ont pris leur coupe de champagne et ils ont cassé leur coupe de champagne. Ça a coûté cher au club, ça. Ça a coûté cher au club. Et donc, on pensait que M. Innocentini nous avait donné l'aval. Mais ce n'était pas tout à fait ça. Et puis alors, on va parler, nous on se souvient bien de cette histoire un peu rocambolesque du contrôle antidopage. Match contre Marseille, justement, où on fait 2 partout. Et à la mi-temps, en fait, à l'époque, on tirait les joueurs qui devaient être contrôlés. Ils avaient tiré le numéro 9. Enfin, le numéro 6 et le numéro 3, donc ça devait être normalement Germain et Dimeco. Et racontez-nous la suite. Là, il arrive à la mi-temps. 3 joueurs sont tirés au sort. Je crois que je suis dans les 3 joueurs. 3 à Nice, 3 à Marseille. 3 à Nice, 3 à Marseille. On rentre sur le terrain. Plus de Dimeco, plus de Germain. Ils menaient 2-1. Et donc là, on se dit... Il faut rentrer Papin. Ils envoient Papin et Tis au contrôle. Là, on se dit, mais ils nous chambrent. Mais nous, on pensait à rien d'autre. Ils nous chambrent. Ça veut dire qu'ils sortent 2 défensifs et ils veulent nous en mettre une. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était Bruno Germain, c'était pas Valère Germain, c'était le père. C'est pas du tout ça. C'est que les 2 Marseillais sont partis soi-disant à un mariage à Marseille. Et nous, on égalise par Christophe Remp, qui était arrivé de Cuiseaux-Louan, sur penalty. Et on n'avait rien compris. Les joueurs de Marseille ont pris 4 matchs. Ils ont pris que 4 matchs de suspension, alors qu'apparemment ils étaient plus ou moins dopés. Je ne sais pas, mais, c'est quand même louche, c'était un choix tactique bizarre. On avait trouvé ça bizarre, mais ça nous avait servi parce qu'on avait égalisé à la fin, juste à la fin, 87e minute, je crois, sur un penalty de Christophe. Alors on va passer aux questions des supporters, qui je pense vont être nombreuses. Alors première question, qui veut commencer?
Je crois qu'elles étaient pleines. Non, elles étaient vides. Qui a une question? Déjà, bonsoir et merci d'être là, d'être venu Bonsoir. de Niort. Tout ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre jeu pendant toutes les années à Nice, donc je tenais à vous le dire puisque je suis là. Et je voulais vous parler justement du poste de milieu de terrain. Je trouve que maintenant, les joueurs sont beaucoup moins techniques qu'à votre époque. À l'inverse, beaucoup plus physique dans l'endurance. Mais je trouve qu'on a vraiment perdu en technicité. Et que par exemple, là en ce moment, c'est la folie Zahir Emery à Paris, parce qu'il fait 2-3 contrôles, tout ça. Mais je trouve qu'à votre époque, en fait, les joueurs étaient plus techniques. Justement, vous avez parlé de Daniel Bravo, Fabrice Mej, je me souviens de Thierry Lexax. Pour moi, c'était des joueurs qui étaient vraiment très bons techniquement. Et je trouve que maintenant, au final, on trouve que certains joueurs sont très très forts techniquement. Mais moi, qui vais au match, voir les matchs à la télé, je vois beaucoup d'erreurs de passes, alors que j'avais l'impression qu'avant, ce n'était pas le cas. Alors, quelle est votre opinion? Mon opinion, je pense que les milieux de terrain défensifs ont évolué. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs techniquement que nous. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils soient meilleurs physiquement. Loin de là. En endurance, je ne suis pas sûr. Donc, vous faisiez beaucoup d'abdos, hein, je crois. Non, mais même, je pense qu'on avait des capacités naturelles fortes. Voilà. Quand il y a des joueurs comme Daniel Bravo, Jean-Philippe Rohr, ça cavale. Hein. Donc, d'autres. Mais voilà. Dernièrement, j'ai eu une expérience d'entraîneur adjoint à Sochaux. Je peux vous dire que les terrains, c'est des galettes, comme ça va très vite. Le ballon ou le terrain. Et donc ça fait qu'on a l'impression qu'il y a du déchet dans le jeu. Mais non, c'est parce que ça va plus vite dans les transmissions, ça va plus vite dans les passes. C'est plus appuyé, peut-être pas plus appuyé, mais le fait que le terrain, le ballon, ça donne de la vitesse. Et là, il faut avoir une sacrée technique. Christian? Bonsoir Eric. Bonsoir. Moi je me souviens du match, le fameux match d'essai, où tu avais fait une action digne de la free dance. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu avais récupéré un ballon, tu avais chuté, tu avais mis la main au sol et tu avais fait un tour complet en mystifiant le joueur adverse. Et avec mon frère, on avait dit, oh putain, celui-là, le joueur, il nous le faut au tout prix à l'OGC Nice, parce que sur le match-là, sur ce match d'essai qui avait été excellent. Donc avec mon frère, on nous avait emballé. Et d'ailleurs, après, on n'a pas été dégoûté par quoi tu as toujours fait le taf. Mais c'était le début d'une grande carrière en discothèque. En tout cas, c'est une action. Tout de suite, quand je me rappelle de l'action, j'ai dit je peux aller en discothèque, ça va pas poser de problème. Et donc bon, ma petite question, c'est avec quel joueur tu t'entendais le mieux quoi, à Nice? Moi, j'avais des super relations avec Pierre Grossi, parce que après ça s'est confirmé par la suite dans ma carrière. Joss était Joss Rico, qui était vraiment très bien. Il y avait Fabien Pifto, parce qu'on était proches, on s'était connus sur Angers. Il y avait Jean-Philippe Mathieu, avec qui j'avais des très bonnes relations. J'avais des bonnes relations avec tout le monde, mais il y avait un petit noyau, Pierre Rossi, Joss, Fabien Pifto. On mangeait souvent de fois ensemble, et voilà. Il y a Roger, après, il y a eu René, qui sont arrivés de Toulon. René Marsiglia. René Marsiglia. Paix à son âme. Et donc, c'était ce petit groupe-là qui faisait qu'on mangeait ensemble. Moi, j'avais pas d'époux, ni Fabien, même si il avait des copines. Mais non, mais c'était ce petit groupe. Ouais, c'était ce petit groupe. Oui. Il a eu le téléphone dans la voiture. Bonsoir. Premier téléphone dans la Eu égard à votre jeu et à l'époque, est-ce qu'un joueur comme vous aujourd'hui pourrait encore exister? C'est d'ailleurs eu égard à l'évolution du jeu. Votre force physique, Je pense que... parce que même votre poste a évolué aussi. Hein. Oui. Maintenant, quand on est un peu trop rugueux,
Et avec au niveau de l'arbitrage, au niveau de tout ça, maintenant, bon, c'est compliqué. Les joueurs qui ont du caractère, on en a toujours besoin. Oui, mais ils disparaissent. Mais ils disparaissent pas, mais il faut leur laisser de la place. Ces joueurs-là, on en a toujours besoin. Que ça soit parce qu'ils développent une agressivité exacerbée. L'agressivité, ce que vous dites, c'est que l'agressivité, elle doit se maîtriser maintenant. Voilà. Et les tacles qu'on faisait avant, je n'étais pas le seul, il y en avait d'autres, on ne peut plus les faire. Un défenseur à terre est un défenseur. Un Cyril Roy, il ne pourrait plus jouer aujourd'hui. Il pourrait peut-être plus jouer, peut-être, parce que Cyril, il est comme tout le monde, il s'adapte. La capacité d'un sportif de haut niveau, c'est l'adaptation. L'adaptation aux règles, l'adaptation. Et donc, il s'adapte, le joueur. S'il y avait des nouvelles règles, je m'adapterais aux nouvelles règles. Je parlerais peut-être plus, parce que je vois qu'il y en a qui parlent beaucoup. Moi, je ne parlais pas. Moi, je me faisais respecter par l'impact athlétique. Donc, voilà. Ceux qui parlaient, pour moi, ils perdaient de leurs moyens. Ils étaient moins. Mais moi, je ne parlais pas. Donc, on pouvait me dire que je ne parlais pas. Je m'étais. Oui. On a eu des cobos, on en a eu. Hein. Oui, mais ça existe toujours. Et ça existe toujours. Il y en a toujours. Oui. Il y a eu le milieu de terrain défensif de Lille. Comment il s'appelle? Hein? André, c'est une teigne. Et je voudrais jouer contre lui, moi. Parce que je dis, là, ça fait match. Là, tu dis, Benjamin André, c'est une teigne. Et c'est un joueur très important. Très important. Pour Lille, pour Rennes avant. Bourigeaud, comme Bourigeaud ici ce soir, qui va jouer avec Rennes. Ouais, mais il est moins malin, il est moins fini. Benjamin André, c'est autre chose. C'est le niveau supérieur. Ok, bah écoutez, donc là vous avez entraîné de nombreux clubs depuis votre départ ensuite, quand vous avez arrêté votre carrière de joueur. Alors on vous souhaite là vous avez entraîné Sochaux l'année dernière. Adjoint avec Jackie Bonnevet. Non, avec Olivier Guégan. Pardon. Jackie Bonnevet, c'était avant. Non, jamais été avec Jackie. Ah bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous avez joué avec, par contre. Ah, j'ai joué avec, mais j'ai joué avec Jackie. Et donc on vous souhaite de retrouver là un projet rapidement, ce qui va se faire, il n'y a pas de souci. Vous avez déjà les touches un peu pour... Pas de souci, je m'inquiète quand même un peu. Si je m'inquiète. On va suivre votre carrière. Moi j'ai deux casquettes, entraîneur adjoint et recruteur. Les recruteurs, il y a des nouvelles donnes, la data, etc. Différents éléments qui viennent intervenir dans le recrutement. C'est international. Donc il y a beaucoup de nouveaux recruteurs qui viennent en France parce que le marché est très intéressant. Et puis on s'aperçoit que notre championnat il est ouvert aussi à d'autres coachs qui sont espagnols, portugais, italiens. Et donc, mais nous on ne s'exporte pas beaucoup. Ça c'est problématique. C'est le problème des entraîneurs français, il n'y a pas beaucoup qui s'exportent. C'est un petit peu quand même. On a des problèmes de langue. On a l'anglais, on n'est pas très bon, et puis l'espagnol, c'est faux. Mais autrement, on a la même qualité que les autres. Écoutez, on va vous remercier, on va vous applaudir bien fort. On va passer le temps d'un petit peu de temps pour faire les signatures, les autographes. Et celle-ci, donc voilà.